Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci d'être fidèles au programme de ORTM2, votre chaîne de proximité. Ravi de vous retrouver pour un tout autre numéro de cette émission Questions de société. Questions de société, une émission d'entretien, de débat et d'échange consacrée aux faits de société. Aujourd'hui, dans cette émission, mesdames, messieurs, nous parlerons du Mali, et oui, le Mali indépendant et sa riche culture. 22 septembre 1960, 22 septembre 2020, le Mali indépendant a 60 ans. Que de parcours durant cette période sur de nombreux plans. Des plans sociaux, politiques ou culturels. Notre tour de table d'aujourd'hui va s'intéresser à l'évolution de la culture malienne, de la culture du Mali indépendant, de l'indépendance à nos jours. Du cinéma, du théâtre, en passant par la musique, les formations nationales, les semaines régionales à la biennale artistique et culturelle, nous avons une culture très riche au Mali qui, depuis 1960, bouge et nous tenterons de faire la genèse, bien sûr, de cette culture malienne à travers cette émission dont le thème est intitulé « Le Mali, après 60 ans d'indépendance ». Quel parcours culturel? C'est à cette question que nous tenterons de répondre tout de suite avec nos invités, notamment Karidike Laiko Traoré, animateur, acteur de cinéma, metteur en scène, formateur en danse, théâtre et disciplines associées. Karidike Laiko, bonjour. Mais bonjour. Je préfère le titre bateau artiste. Bateau artiste. D'accord. Notre deuxième invité sur ce plateau, il s'agit de Barou Diallo, producteur, ingénieur de son, acteur culturel, membre de la FEDAMA, de l'UNAPREM et beaucoup d'autres associations artistiques et culturelles. Comme l'aîné a dit, on est simplement artiste. Artiste. Voilà. Merci d'être venu sur ce plateau. D'accord. Et voilà, nous allons parler, comme vous avez entendu le thème tout à l'heure, du parcours culturel du Mali de 1960 à nos jours. Nous allons d'abord commencer par voir un bref aperçu de nos invités sur la culture malienne d'hier à aujourd'hui. Monsieur Karidike Laiko Traoré. Un bref aperçu, un résumé, sinon, de 1960 aujourd'hui. Comment vous voyez la culture malienne? Ou comment avez-vous vu la culture malienne? En 1960, j'avais 14 ans. Oui. Bon. Mais j'étais encore au lycée Terrasson. Et depuis, les responsables de cette époque ont tellement bien compris, et tellement vite compris, que déjà, ils étaient en train de nous apprendre à reconnaître, pas à connaître, à reconnaître notre culture, parce qu'on ne s'en départit jamais. Oui. En fait, cette culture, on l'a depuis au biberon. Mais à pouvoir nous faire aimer cette culture et à pouvoir la développer. Ça, c'est avant même l'indépendance. Avant même l'indépendance, c'est des phénomènes qui étaient de société et qui appartenaient à la famille et ensuite aux familles. Donc, les responsables de l'époque ont insisté sur ça. Et ce n'est que ça qui pouvait effectivement amener le Malien tout nouveau vers une voie de développement, de son propre développement et du développement de sa culture. C'est comme ça que moi je perçois ça. Vous savez, à 14 ans, on ne perçoit pas bien ces choses, mais c'est après qu'on se rend compte qu'effectivement, certaines obligations étaient obligées, permettez-moi. Oui, effectivement. Le mot, voilà. Donc on peut dire qu'en ce moment, votre vision de la culture, c'est que la culture est automatiquement accouplée à l'éducation. Absolument.
la culture est... La connaissance de soi. Oui, non. Connais-toi toi-même. Hein. Bon, donc, oui, non, bien sûr, la culture, c'est dans les biberons. La culture, c'est dans les biberons. C'est certain que quand on vous fait téter, c'est un élément de culture. Oui. J'ai parlé de biberon ici, mais ça, c'est une autre forme. Mais quand déjà vous tétez, c'est un problème de culture. Et tout ça de l'enfant, il y a beaucoup de choses à côté. Il y a beaucoup de choses à côté, il y a beaucoup de choses qui se mêlent pour donner effectivement cette culture-là. D'accord, merci, Monsieur Barou Diallo. Eh bien, en 1960, je demande la permission à mon aîné. Moi, je n'étais pas né. Oui. Et j'ai eu beaucoup d'échos de ces moments. Oui. D'où la révolution culturelle qui a permis au Mali de se distinguer. D'où, je le disais tantôt tout de suite aux doyens, pardon. C'est à travers la culture que on a vraiment lancé le message comme quoi le mariage forcé est aboli à travers la chanson Bambo. J'étais pas né. Oui. Donc, nous, on coule le tissu social. De 60 à aujourd'hui, je pense que la culture est en train de perdre un peu sa valeur. Parce que nous, on s'est inspiré sur nos aînés qui ont fait des orchestres nationaux, qui ont fait tout ce qu'ils peuvent pour la culture. Ils se sont sacrifiés parce qu'il faut le reconnaître. Si on parle de l'avenir de la culture, c'est qu'il y a eu un passé. Oui. Donc, ce passé, on ne peut que remercier nos aînés. Donc, ils ont eu l'idée de rassembler la jeunesse autour d'une semaine de jeunesse qui ne faisait que nous souder davantage et qui s'est transformée en biennale. Moi, Barou Diallo, je suis un fruit de la biennale. Oui. Je suis d'abord comédien, je suis peintre avant d'être musicien. Oui. Donc, j'ai été formé par mon aîné qui est là, avec les Haruna Bari, paix à son nom, pardon, il y avait les Batapou, les machins. Tout le monde était là. Ils ont donné toute leur vie à la culture. Donc, en ce moment, quand on fait la musique, par exemple, je parle de la musique, oui. La musique était vraiment jouée. Nous, on a enregistré des choses ici, même à leur thème, sur 2 pistes. Stéréo, left-right. Et si un seul se trompe, tout le monde reprend. Donc, on n'avait pas la chance d'enregistrer, de copier. Ouais. La programmation actuelle. Oui, n'était pas aussi avancée que ça. Mais la technologie a fait que aussi la culture a un peu dévié parce que nous, musiciens, on est en train de devenir de plus en plus paresseux par rapport à nos aînés. Donc, la vraie culture est en train de disparaître parce qu'on fait de la musique numérique. Oui, tout à fait. Donc, ce qui fait que on a perdu beaucoup de choses dans la culture que je déplore vraiment. Mais je crois qu'on va revenir dessus. Ouais, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Ok, d'accord. Monsieur Kadigué, Laïko Traoré, parlons des formations nationales, des orchestres régionaux. Comment les formations nationales étaient formées et comment elles étaient structurées? Bien, les formations nationales d'abord, il faut dire que 2 ans après l'indépendance du Mali, c'était en 1962, il est vrai que tous les dirigeants du Mali de l'époque, de Modibo Keïta à tous les autres, au Gologo et au Tati et tout, ils étaient entrés dans ce phénomène de culture. Ils étaient parvenus à faire croire et à faire savoir plutôt aux gens l'importance de la culture dans le développement de notre pays. Ils l'ont fait et ils ont cherché des exemples. Oui. C'est ainsi que le président Modibo Keïta a été invité par le président Sékou Touré en 1961. La Guinée était indépendante depuis 1958. Et il a invité son frère et ami Modibo Keïta. Il a fait coïncider avec les fêtes de son indépendance et il a fait coïncider la quinzaine artistique de Guinée.
C'est-à-dire, il y avait une formation de l'ensemble instrumental national, il y avait une formation du ballet. Et puis, toutes ces formations jouaient au moment de l'indépendance. Et elles se basaient sur les régions de Guinée, sur leur musique, sur leur danse, pour faire la quinzaine artistique de Guinée. Et son frère Modibo a été invité à ça. Et quand il a vu ça, il a dit oui, nous pouvons faire la même chose au Mali. Parce que comme le disait le président Sékou Touré, le Mali et la Guinée sont les deux poumons des mêmes corps. Oui. Donc c'est ainsi que, en 1962, il y a eu la première semaine de la jeunesse. 1962. 1962. Il y a eu la première semaine de la jeunesse. Et à cette semaine, c'est toutes les régions du Mali qui participaient à la semaine. Toutes les régions du Mali participaient à cette semaine-là. Et le résultat de cette semaine, c'est que les meilleurs artistes, c'est-à-dire musiciens, les meilleurs danseurs, les meilleurs comédiens, étaient désignés pour appartenir aux formations nationales qu'on allait créer. On a créé l'ensemble folklorique national du Mali, c'est-à-dire la troupe de danse. On a créé l'ensemble instrumental national du Mali. Et avec la création de ces orchestres, les semaines de la jeunesse contribuaient à peupler ces formations-là. Les meilleurs des semaines de la jeunesse étaient désignés pour appartenir ou au ballet national du Mali ou appartenir à l'ensemble instrumental national du Mali. En dehors de ces participants, mais tous les grands artistes, par exemple, les gens ne le savent pas, mais tous les grands artistes, les Bansoumana Sissoko, les Fanta Damba Koroba, les Taraboré, tous ont participé à l'ensemble instrumental national. Oui. Au départ. Peut-être après, ils s'en sont éloignés pour plusieurs raisons. Mais ils appartenaient à l'ensemble instrumental national du Mali. Et l'ensemble folklorique national, c'était le nom du ballet national à l'époque. Le ballet, oui. Et les meilleurs danseurs des semaines de la jeunesse des régions étaient destinés pour appartenir à ce troupe-là. Oui. Donc c'est comme ça que les formations nationales ont été créées. C'est comme ça que les formations nationales ont été créées. Et quand vous demanderez aux gens, par exemple, du ballet, pour vous dire non, ils vont vous dire non, nous, on a été créés avant l'ensemble instrumental national. Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait une troupe qui s'appelait Jeunesse Tam Tam. Jeunesse Tam Tam, c'était la troupe de Mamadou Badian Kouyaté. Mamadou Badian Kouyaté qui était le frère de Seydou Badian Kouyaté. Donc, chaque fois qu'il y avait des réceptions, c'est sa troupe qui était invitée. Et pour faire des prestations. Et donc, déjà dans leur tête, ils étaient troupe nationale du Mali. Parce que chaque fois qu'il y avait... C'est pourquoi ils disent qu'ils ont été créés, par exemple, avant l'ensemble instrumental. Non, en fait, non. Et tous réunis ont été créés vraiment en 1962. 1962. Voilà. Mais, de la création des semaines régionales à la Biennale artistique. Certes, il y a eu une rupture. Et la rupture est intervenue après le coup d'État de 1968, je pense. Mais qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous avez senti dans cette rupture et la transformation des semaines à la Biennale artistique? Bon, la semaine d'abord de la jeunesse, tous les ans, c'était vraiment beaucoup de dépenses. Oui. Surtout que les gens ne le savent pas. Les première et deuxième semaine, les gens qui venaient, on ne préparait pas pour eux. Hein. Ils allaient dans le restaurant qu'ils voulaient, ils allaient à la gargote qu'ils voulaient, ils allaient manger là-bas. Ils présentaient un ticket. Ensuite, on payait ces gens. Bon, ça demandait, quand tu demandes à un carrière aussi gourmand qu'il est d'aller, il va non seulement manger, il va faire manger son frère Barou. Et alors, donc, ça va coûter les yeux de la tête. Donc, c'est ce qui a arrêté ce système-là. Mais, on préparait pour les gens. Les gens étaient à l'internat. Et c'est là que tout le monde mangeait. Et puis, je sais pas, toutes les troupes régionales étaient à ce chapitre-là. Oui. Mais on ne nous donnait pas d'argent. Hein? Pendant non, que vous faites. Non,
On n'avait pas besoin d'argent. Nous, on avait besoin qu'on dise, ah, toi, tu peux participer à la semaine. Nous, on avait besoin de ça. Savoir qu'on est bon et qu'on peut participer à la semaine, ça nous suffisait. Oui. Mais maintenant, les biennales, pour les faire, il faut donner au minimum 2000 francs par personne et par jour. Bon, il faut bien avoir les moyens. Il faut bien avoir les moyens. Donc, c'est comme ça que les semaines de la jeunesse ont continué. Oui. Après les événements de 68, les militaires à l'époque, ils voulaient arrêter. Hein, mais ils se sont rendus compte qu'en arrêtant, ils arrêtaient une partie de la vie du Mali. Oui. Donc, une partie de leur vie à eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont créé la biennale artistique et culturelle. Au lieu de semaine de la jeunesse qui va coûter beaucoup, on a créé les biennales artistiques et culturelles. Oui. Voilà. Qui revient tous les 2 ans. Et voilà, biennale, ça veut dire tous les deux ans. Et c'est comme ça que les biennales ont continué jusqu'en quelle année là? Je ne me rappelle plus. 90. Jusqu'en 90, voilà. C'est vrai, la dernière biennale. Avec la... Non. La dernière c'était en 2010 à Sikasso. C'était en 2010. Mais il y a une rupture. Voilà, à l'événement 91 aussi, voilà, avant la reprise. Il y a eu une rupture, après il y a eu une reprise des biennales. Je me rappelle, de toute façon, c'est moi qui étais l'animateur de toutes les biennales. Oui. Le mouvement d'ensemble, c'est moi qui faisais le mouvement d'ensemble de toutes les biennales. Donc, voilà, c'est ce qui nous a amené à là. Et c'est ce qui a donné la grande richesse de la culture malienne. Parce que, en fait, quand on parle de culture, les gens pensent par exemple aux chants qu'on va faire, aux danses qu'on va faire, mais au-delà de ça. Moi, je pouvais quitter Kita, mon Kita natal, je pouvais quitter Kita pour aller à Tombouctou. Je pouvais trouver Bokar Touré là-bas, s'il ne me reçoit pas, il va avoir chaud. C'est la même chose. Barou pourrait quitter Amdalaï pour aller juste à Sikasso. Il allait avoir un logeur. Oui. Bon, donc ça a créé une sorte de lien fort, oui, entre sociale, les hommes et les femmes. Ça a été le premier avantage de la biennale. Au-delà du gain, au-delà de tous les autres, de renforcer les amitiés entre les habitants d'un même pays, je crois que c'est la meilleure des choses que l'on peut faire. Tout à fait. Voilà. Parlant de la biennale, à l'introduction, vous avez dit que vous êtes un pur produit de la biennale artistique et culturelle. Vous avez participé à la biennale à quel âge? Depuis combien de temps Depuis très jeune, parce que, comme l'a dit mon aîné, nous on partait à la biennale pas pour avoir quelque chose. D'ailleurs, je m'en vais vous raconter une anecdote. J'ai été même chassé de la biennale parce que, à cause de mes idées. Voilà, mais on voulait tous y participer parce que participer à une biennale déjà, ça veut dire qu'on a réussi. Oui. Donc, on ne cherchait rien. Le fait de dire à mes camarades que moi, je vais à l'internat, donc j'ai déjà gagné et ça me suffit. Donc, moi, j'ai commencé dans les années 79 en tant que pionnier d'honneur de Bamako. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier congrès de l'UDPM. J'étais pionnier, c'est moi qui ai fait les discours au nom des pionniers du Mali. Oui. Voilà, et de là, j'ai rencontré, paix à son âme, Lamine Sidibé, grâce à qui j'ai participé à beaucoup de camps internationaux de pionniers oui, en dehors du Mali. Et ensuite, c'est lui qui a découvert à moi mon talent d'acteur. Donc, il m'a fait jouer un théâtre à l'inauguration du centre de Sébenikoro. Donc, c'est de là que j'ai compris que j'ai une autre passion que le mouvement pionnier. Donc, je suis parti dans le théâtre. Donc, c'était un plaisir pour moi d'y être. Donc, la biennale, j'ai commencé la biennale pour revenir à la biennale, j'ai commencé la biennale de 1980 à 90, jusqu'à la rébellion qui a fait que la biennale a été avortée. Donc, de là, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres personnes. Comme les Habib Dambélé, même demain, si Habib me voit et me dit, Barou, on a perdu un bon comédien.
Parce que j'ai été meilleur acteur de la commune 4 à 86. En 86. En 86. Donc, la Biennale était pour nous une sorte d'autre vie parce qu'on avait une famille en fait, Oui. qui n'est pas notre famille. Comme l'a dit l'aîné, et après la Biennale, on était tellement soudés qu'à la fin de la Biennale, chacun pleure. Et À la sortie à la des sortie- internats. À la sortie des internats, on ne pouvait même pas supporter. Parce que c'était comme si tu séparais une famille. Donc après, on se retrouve au niveau des compétitions où tu as des amis à Kidal, tu as des amis à Tombouctou, tu as des amis à Kaï. Oui. On se retrouve tous pour faire de cette biennale une sorte de lien. De brassage culturel, Exactement. de cohésion sociale. Exactement. Et comme vous l'avez constaté, il y a eu une rupture et puis ça a recommencé encore. Donc, jusqu'en 2010. Donc, je crois que c'est... Je crois en 2010, vous avez participé en tant qu'organisateur, mais pas en tant qu'acteur. Non. En 2008 et 2010, je n'étais pas organisateur. En fait, j'ai participé à la Biennale en tant qu'ingénieur de son. Ingénieur de son. Je suis venu en tant qu'ingénieur de son et j'ai fait le son à Sikasso au stade. J'ai fait le son à Kaï au stade aussi. Donc, j'ai été appelé pour diriger le stade. D'accord. Merci beaucoup, Baou, pour cet éclaircissement. On revient à M. Kadri. La Biennale artistique a fait, les semaines régionales, la Biennale artistique ont fait beaucoup de talents. Est-ce qu'on peut avoir avec vous, vu qu'avez-vous beaucoup suivi ces activités, quelques noms de talents répertoriés par ces événements? Je vais prendre Habib Dambélé. Ça, c'est tout proche de nous. Habib Dambélé. Habib Dambélé Gimba. Voilà. Mais ses rôles dans la troupe du district de Bamako lui ont donné sa personnalité. Oui. Plus que les cours qu'il a suivis à l'INA. À l'INA. Parce qu'il a fait l'INA, en fait. Effectivement. Il a enrichi ce qu'il avait. L'INA lui a permis d'enrichir ce qu'il avait. Oui. Donc, les semaines... Moi, je suis un fruit des biennales. Hein. Des semaines de la jeunesse et des biennales. Je n'ai pas fait l'INA. Hein. Non, je n'ai pas fait l'INA. Hein. Je n'ai pas fait l'INA. Moi, j'ai eu ça avec les semaines de la jeunesse et les biennales artistiques et culturelles. Oui. Et nous sommes nombreux. Hein. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux qui avons été formés justement par les semaines de la jeunesse et les biennales. Moi, je suis un pur produit des semaines de la jeunesse et des biennales. Un pur produit. Voilà. Donc, vous savez, ça, culturellement, ça a beaucoup servi au Mali. Ça a beaucoup servi au Mali. Je vais prendre, par exemple, l'exemple du Ballet national du Mali. Le Ballet national du Mali, 3 fois de suite, il a arraché la médaille d'or aux différentes compétitions internationales. Sa première médaille d'or, c'était au Théâtre des Nations à Paris. Oui. Ensuite, c'était au Festival des Arts Nègres. Ensuite, c'était, je n'ai pas tout ça, mais les ballets maliens et l'ensemble instrumental national sont revenus avec 3 médailles d'or. 3 médailles d'or. La première, c'était en 63, la deuxième, c'était en 69, et en 66 plutôt, et l'autre, la troisième, c'était en 69. Partout où ils sont passés, ils sont revenus avec la médaille d'or. La médaille d'or. Voilà. Donc, c'est la culture que nos dirigeants avaient en ce moment qui les poussait à aller vers ça, vers la culture de notre culture. Oui. Je n'hésite pas à le dire. C'est bien ça. De notre culture. Effectivement. Voilà. Et ça a servi. Ça a servi. Je connais des artistes qui n'ont pas fait d'école supérieure comme moi. Et quand tu prends un Balamoussa, il est incomparable. Oui. Quand tu prends un Balamoussa, il est incomparable. Donc, il y a beaucoup de comédiens de ce genre, il y a beaucoup d'artistes, musiciens, d'artistes, danseurs de ce genre qui ont eu leur formation
dans ces semaines de la jeunesse et dans ces biennales-là. Oui. C'est dire combien ça a pu servir le Mali. C'est dire combien ça a pu servir le Mali. Et nos anciens, je vais prendre les responsables à l'époque, les responsables politiques à l'école, à l'époque, les Modibo Keïta. Les Modibo Keïta, ils ont fait du théâtre. À William Ponty, ils ont fait du théâtre. Il y a beaucoup, et son beau-frère, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, il a fait du théâtre. Ils ont créé des troupes comme Tréteau d'Afrique. Ils ont créé des troupes comme Jeunesse Tam Tam. Et ces troupes-là ont servi d'exemple. Ces troupes ont servi d'exemple. Et chacun a voulu faire comme eux. Il faut qu'on se rappelle que c'était en 1968, 67, 68 comme ça. Et c'est la troupe du Mali qui a remporté la médaille d'or au cours d'une compétition théâtrale avec Tréteau d'Afrique, avec les Falaba Issa Traoré, les Jules Travelé et consorts. Ouais. Donc, la culture était à la base de tout. Oui. Même dans notre propre culture, la culture elle est à la base de tout. Hein. Et à la fin également. Et à la fin de tout. Donc, c'est vous dire que ceux qui sont nés de cette école sont nés de la bonne école et de la très bonne école. Et aujourd'hui, nous avons souvent quelques écueils devant nous. Mais malgré tout, nous arrivons à surmonter ces écueils-là. Malgré tout, nous arrivons à les surmonter. Nos jeunes d'aujourd'hui, ils s'ancrent dans notre culture. Pour faire, même par exemple, je vais donner, pour faire le rap. Si le rap d'ailleurs n'est pas d'origine africaine. Oui. je pose la question. Donc, mais pour faire le rap aujourd'hui, ils s'appuient sur notre culture. Pour faire leur musique aujourd'hui, ils s'appuient sur notre culture. Voilà. Donc moi, je pense que ça nous a servi de nous faire aimer notre culture. Parce que les premières années de l'indépendance, c'était ça. Oui. Il faut aimer sa culture. Voilà. Merci. Barou, comme Kardigué l'a dit tout à l'heure, il a parlé de la nouvelle génération, par exemple le rap et bien d'autres musiques urbaines qui aujourd'hui a tendance à prendre le contrôle même en fait musicalement de la culture malienne. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui avez depuis beaucoup de temps été un propriétaire de studio et qui a participé à beaucoup de réalisations musicales, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire par rapport à la musique actuellement? Quand vous me dites de parler sur cela, je crois que la musique est en train de perdre un peu ses piliers. Comment? Je m'en vais vous dire que nous, on avait des repères. Nous sommes une génération qui n'est pas assez jeune, assez vieux. Oui. Mais nous avions nos repères qui sont nos aînés. On voulait ressembler à tel ou tel. Donc quand on faisait de la musique, on fait la musique pour que chacun y gagne dedans. Oui, oui. Et quand tu fais de la musique, le balafon, par exemple, la kora, le ngoni, tu peux tout transmettre au clavier et jouer. Je vous demande franchement, est-ce que tu ne mets pas en chômage ces artistes-là? Oui. Donc, on met en chômage ces artistes, un. De deux, la musique qu'on va faire, c'est une très bonne musique, claire et nette. Mais la musique, la richesse de la musique, c'est quand l'homme se trompe. Seul Dieu ne se trompe pas. Oui. Quand l'homme se trompe, ça fait la musique. Même le silence est la musique. Donc, si on ne sent pas que c'est l'homme qui joue la musique, pour moi, c'est une musique de machine. Oui. Donc, on a commencé en début de rap. Moi, j'ai commencé par enregistrer des rappeurs comme les Auto Boys. Quand ils ont enregistré chez moi, c'était des beats américains. Michel, je ne sais pas où il est aujourd'hui, il amenait ces beats-là sur disque. On bouclait une musique, on le mettait sur support musical et les gens rappaient dessus. On a vu que cette musique est très monotone parce que on ne se sent pas dedans. Oui. Donc, dans leur musique, on a dit, est-ce qu'on ne met pas dedans des instruments
traditionnelle. C'est là qu'on a fait appel au petit frère de Tata Bambo, qui est venu, qui a mis du taman. Oui. Quand lui, il a mis du taman, ça a donné une autre coloration. Oui. Donc, on s'est dit que c'est pas mal de faire le rap. Parce que le rap, moi, je vais dire que le rap peut venir de chez moi. Parce que je suis de Mopti. Quand un mabo de chez moi parle de quelqu'un, tu sens par sa manière de parler, de faire les éloges de la personne, une sorte de rap. Quelqu'un fils de quelqu'un, quelqu'un fils de quelqu'un, descendant de quelqu'un, descendant, il ne s'arrête même pas. Tu as l'impression qu'il ne respire pas. Oui. Donc, on sait que peut-être que c'est venu de chez nous, mais on ne le sait pas. Mais pour faire le rap et faire une différence entre notre rap et les rap américains, il faut vraiment qu'on mette nos instruments. Donc, d'où beaucoup de rappeurs ont commencé à jouer avec des instruments traditionnels. Après, ils ont commencé à jouer ces mêmes choses en semi-live. Oui. On s'est dit que quand tu appelles un rappeur, il vient tout seul. Avec un disc jockey, il joue. Nous, on s'est dit que si on veut rendre l'art vivant, il faut que ces rappeurs viennent avec des vrais instrumentistes qu'ils jouent en live, au lieu de jouer en playback ou semi-playback. Donc, il y a eu une révolution. Mais avec, comment on dit là, l'avancée du numérique, ça nous a rendu, nous, hommes de studio, très, très paresseux. Parce que je peux faire à peu près, quand je deviens par exemple beatmaker, je peux faire par jour 20 morceaux. Oui. Il suffit juste que je fasse quelques beats. Sur le clavier. Sur le clavier, je mets la kora sur le clavier. Hein. Je fais tout ce que je veux, guitare, machin, tout. Je fais tout, moi seul. C'est une bonne musique. Mais est-ce que c'est une bonne musique? Mais est-ce qu'on a effectivement le goût de la musique qu'on a avec quand c'est un orchestre qui joue ou c'est quand la programmation est tout à fait à la machine? C'est très différent. D'où je vais vous raconter quelque chose encore. Quand j'ai voyagé en Europe, j'ai commencé à voyager avec Ali Farka Touré. Chaque fois que je rencontrais des musiciens en Europe sur des scènes, c'était des Maliens. Ils étaient invités sur les scènes internationales parce qu'ils jouaient la musique malienne. Maintenant, avec les beats là qu'ils font, le Toubab, je me permets de le dire, ne va pas les inviter. Parce que ce qu'ils vont faire, les Toubab le font mieux qu'eux. Mieux. Il faut voir le concert des Toubab. Hein. C'est un vrai concert. Ils donnent sans dégamme, rien. Et nous, pour qu'eux ils comprennent notre musique, pour qu'eux ils nous acceptent, il faut que nous apportons notre culture. Donc, il y a une sorte de perdition de la culture actuellement. Oui. Voilà. À la même question, M. Kadike Laiko, quelle comparaison ou quel constat faites-vous de la musique d'hier, de la musique d'aujourd'hui? Bon, le constat, c'est que la musique d'hier reste la musique d'hier et que la musique d'aujourd'hui est une tentative, pour moi, est une tentative d'améliorer la musique d'hier. J'ai dit, Barou l'a dit tout de suite, quand tu écoutes le rap, tu vois tout de suite le peuple en train de grincer son grenier et puis de raconter ses chansons, de raconter sa vie. Donc, il y a à se poser la question, est-ce que ce rap-là ne vient pas de chez nous? Moi, je me suis toujours posé la question. Mais bref, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Je dis, c'est peut-être en empruntant aussi chez les autres que l'on peut améliorer ce que l'on a et peut-être même dépasser l'autre qu'on a imité. Parce que nous, dans ce cas, nous avons quelque chose que lui, il n'a pas. C'est pourquoi moi, je ne suis pas fondamentalement contre toutes les formes de musique. Non. Je suis souvent contre les textes. Oui, le contenu. Le contenu, plus que par la musique. J'ai dit une fois, quand vous entendez des jeunes qui se disent, qui font la chanson et qui disent « Outaïou Boubaraï », écoutez mon vieux, moi, tout ça, ça m'a révolté. Moi, je leur ai dit, ouais, Outaïou Boubaraï, mais Antaïou Boubaraï. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire c'est un problème de culture.
C'est un problème de culture. Donc, dans notre culture, ça ne se fait pas. Dans notre culture, ça ne se fait pas. Et bon, pour plaisanter toujours, ça, la première fois, là, Taï Bobra, c'est pas de la plaisanterie, je suis au sérieux. Hein. L'autre fois, c'est Bikadine Kounié. Bon, j'ai dit, c'est discutable. Hein. Bikadine Kounié, on y a ou pas donc c'est à voir, Mengadi. Bon, ouais, bon, mais bref, ça explique l'évolution de la musique. C'est souvent les textes qui ne sont pas très adroits, mais j'ai dit, moi je suis avec tous les genres de musique. Tous les genres de musique. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que les formations nationales qui étaient considérées comme des centres d'éducation pour qu'un artiste puisse mettre du contenu dans ce qu'il dit. La disparition de ces orchestres nationaux, est-ce que ça n'a pas un peu joué sur la musique individuelle, ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il n'y a pas de recadrage, il n'y a pas de... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas refuser à une génération la vie de sa génération. J'ai dit. Les orchestres nationaux, ils ont existé. Mais le Biton, qui a été, à cause de sa qualité, qui a été érigé orchestre national. Oui. Tout ça, c'est le fruit d'un certain travail. C'est le fruit d'un certain travail. Les jeunes d'aujourd'hui, moi personnellement, je ne suis pas musicien, hein, mais moi personnellement, je salue les efforts de certains de ces jeunes. Trouver la source chez nous, développer cette source et lui donner une autre couleur que les autres vont apprécier, on ne peut pas faire rien de mieux. Pour moi, je dis, pour moi, je ne suis pas musicien, j'ai chanté comme ça, mais sans être musicien. J'ai dit, c'est dans cet effort-là qu'ils peuvent, à volonté, rendre notre musique très agréable et plus agréable que les autres. Pour se développer, souvent, on a besoin de l'autre. Hein. Or, pour moi, je pense que nos jeunes sont sur cette voie-là. Notre musique, parce que quoi qu'il advienne, c'est notre musique. Notre musique est sur cette voie. Les gens comme Barou Diallo, il faut les encourager. Il faut les encourager. Et j'ai dit, et il y a des corrections à faire partout. Dans toute la vie, il y a des corrections à faire. Corriger certaines erreurs, corriger certaines fautes, ça permet de développer notre musique. Je vais vous dire une chose. Quand nous on était au lycée, il y avait une chanson qui était chanson gaie, dont le rythme l'en trouble mon cœur, dont l'harmonie en chant. C'était ces chansons-là qu'on chantait. Et c'était Lassana Sokodogo, je crois. Mais tout le monde aimait ces chansons. Mais après, quand Bamako Koura Ramata et son Bonya de l'Arabi, tout ça, quand c'est arrivé, on a oublié la chanson gay. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir échelonner les choses. Oui. Il faut pouvoir les échelonner, il faut pouvoir marcher dans ce sens-là. Voilà. J'ai dit, parmi les orchestres qui ont été créés, je ne peux pas passer sous silence, à part l'orchestre de Bamako Koura, je ne peux pas passer sous silence l'Askia Jazz. Hein. Parce que l'Askia Jazz, j'étais dans l'Askia Jazz. Hein. J'étais pas musicien, pas chanteur, mais j'étais animateur danseur. Donc c'est peut-être pourquoi d'ailleurs dans ma vie je suis devenu danseur. Bon, mais ça a prouvé avec Taras et beaucoup d'autres, hein, Sadio Camara, les consoles dans Taras, et même l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il était saxo alto. Je suis du saxo. Bon, donc, tous, on était dans ce mouvement-là, dans ce mouvement d'évolution et de révolution même de notre musique et de notre art et de notre culture. Voilà. D'accord. Barou, en tant qu'acteur membre de l'UNAPREM, de la FEDAMA, Fédération des artistes du Mali, et beaucoup d'autres associations culturelles, quel est le travail que vous êtes en train d'abattre pour maintenir la cadence culturelle, pour que ça monte au crescendo et que le contenu soit meilleur?
Bon, en fait, on a fait beaucoup d'années de travail. Tu m'obliges à le dire. Quand nous sommes venus à la FEDAMA, on a voulu un grand changement au niveau de la FEDAMA. On a voulu une rénovation systémique du système. Donc, on a déjà avancé dans cette affaire. Et aussi, on a fait des approches. C'est-à-dire que on est beaucoup. Plus on est beaucoup, plus on arrange des structures qui sont déjà là. Si un groupe ne fait pas leur affaire, ils vont se focaliser sur l'autre groupe qui va faire leur affaire. Oui. Donc si on est divisé, je crois que... L'union fait la force. Voilà. Moi, je pense que si les artistes se mettent à s'unir, ce que nous avons réussi déjà avec la FEDAMA, l'UAPREM et les réseaux qu'il y a, ils ont fait une réunion sur un terrain neutre qui est chez Abou Guitei pour décider de se mettre ensemble et de mettre sur place un conseil des arts et culture. Donc, on est en train de travailler sur cela pour que les artistes se mettent vraiment ensemble pour aller de l'avant parce que, comme on le dit, personne ne peut y arriver tout seul. Donc, c'est ensemble qu'on peut le faire et je profite pour lancer un appel aux artistes de se donner la main et d'aller ensemble. Donc, les petites guéguerettes là, ça ne sert à rien. Allons-y ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord que vous allez pouvoir rassembler tous ces artistes aujourd'hui? Ils sont très nombreux, hein? Pas seulement des chanteurs. Oui, je crois qu'il faut un réseau de communication. Donc, le système de communication, il faut que cela change. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les artistes ont ouvert les yeux. Ils savent où aller. Donc, il suffit de leur faire comprendre la chose, de les mettre au courant pour qu'ils soient avec vous. Et qu'on se dise que le Mali, ce n'est pas Bamako seulement. Oui. Donc, tout ce qu'on fait, si on n'implique pas les régionaux, on a déjà perdu. Donc, on est en train de voir comment mettre les régionaux et les gens de Bamako ensemble pour qu'on puisse aller et redonner une réelle vie à la culture. D'accord. Je vais me retourner vers Kadike. Parlons un peu du cinéma parce que vous avez été aussi acteur dans beaucoup de séries et dans beaucoup de films. Parlons un peu de cinéma Diarra aujourd'hui. Quel est le constat que vous faites, bien sûr, de l'évolution aussi du cinéma au Mali? Bon, moi je ne sais pas, hein, je dis vraiment ce que je pense, mais j'ai l'impression que l'évolution du cinéma est bloquée au Mali. Ces dernières années, c'est cette impression que j'ai. Oui. Cette impression que Parce j'ai. qu'en réalité, on produisait plus que maintenant, alors qu'avant, il n'y avait pas assez de moyens. Et maintenant qu'on a le moyen, mais la production est vraiment limitée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui me... Bon, moi je ne sais pas aussi. Hein. Je suis juste mon comédien Kadike vient tourner ce rôle-là dans mon film, c'est tout. Et le reste, non. Mais je pense que ils sont en train de réfléchir ensemble comment sortir de cette ornière-là. Je crois. S'ils ne le font pas, il faut qu'ils le fassent. Parce que les petites guéguerres entre Kadike, Barou, et puis... Non, ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien. Le Mali, à un certain moment, était au front du cinéma africain. Le Mali a fait de mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes en train de descendre, de nous noyer. C'est cette impression que moi j'ai. Ce n'est pas l'impression de tout le monde. Voilà, mais moi j'ai l'impression que à une certaine période, je peux appeler ça la belle période du cinéma malien, il y a eu beaucoup de productions, oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train d'aller décrescendo. C'est cette impression que j'ai, oui. Je peux me tromper. D'accord, mais comment êtes-vous venu dans le cinéma? C'est une histoire bizarre. Vous savez, je venais juste de ma bourse de Caï.
j'avais été détaché de l'enseignement pour me mettre à la disposition du ministère de la Culture. Et j'étais au groupe dramatique, on était en répétition à la maison des jeunes, on était en train de monter Kaïdara, et Amadou Ampateba. Et puis un beau jour, là, il y a Balamoussa qui m'arrive et qui me dit, hey, petit, c'est exactement comme ça qu'il m'a dit. Hein. Et c'est dit, bon, bref, on s'est chahuté comme il aime bien chahuter tout le monde là. Donc, effectivement, c'était le film Bara de Souleymane Cissé. Le film avait une certaine particularité. Il fallait être dans le lit avec une femme qui vous caressait et puis ne pas réagir. Oui. Bon, je crois que dans l'histoire, la femme qui faisait ça, elle a terrassé 2 hommes. Et Balamoussa a dit à Souleymane Cissé, quand il y a un effronté qui est venu de Kaïla, lui, il s'en fout. Et comme ça, hein, il a dit ça comme ça. Donc, moi, je suis parti. Bon, moi, dans ma tête, d'abord, il faut connaître une femme pour qu'elle vous plaise. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on est parti dans le lit. Moi, ça ne m'a rien dit, hein, parce que je ne la connaissais pas. Donc, mais au contraire, c'est elle qui a eu mal. Donc, voilà. C'est comme ça que je suis entré au cinéma. Et le premier film dans lequel j'ai tourné, c'est Bara de Souleymane Cissé. Et vous avez été le fameux commissaire aussi qui a beaucoup torturé Sékou Boiré. Non, Sékou Boiré s'est torturé lui-même, je crois, parce qu'on ne met pas la carte d'identité dans une bouilloire. Avez-vous des compléments par rapport à cet aspect de la vie cinématographique au Mali? Ben, ce que j'ai constaté, je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas acteur de cinéma non plus, je suis musicien. Mais ce qui est vraiment à déplorer, aujourd'hui à Bamako, il n'y a plus de salles de projection. Ça tue beaucoup le 7e art, oui, qui est le cinéma. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers le cinéma. Mais au finish, si tu n'as pas de diffusion, ton cinéma reste dans les tiroirs, comme on le dit. Oui. Aujourd'hui, je ne vois qu'une seule salle, hein, qui est opérationnelle à Bamako, oui, qui fait des diffusions, qui a même 2 salles, petites et grandes. Le Babemba. Magic oui, Ciné. Le Magic Ciné. Oui, ça continue. C'est vraiment déplorable. Avant, nous, on était jeunes, on allait au Vox, au Rex, à El Hadj, on avait tout. El Hilal. Et on avait des coins vraiment pour aller nous amuser. Aujourd'hui, s'il n'y a pas ces salles-là, nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Que la télé. Et ils s'en vont apprendre de mauvaises habitudes. Oui. Après l'école, des habitudes vraiment honteuses. Franchement. Donc, je déplore beaucoup la fermeture des salles de projection aujourd'hui. Est-ce que dans... Moi, ce que je vais déplorer à la suite de Barou, là, je vais déplorer vraiment la petite guéguerre qu'il y a entre les cinéastes. Vraiment. Ils n'ont qu'à regarder, comme on dit en Bambara, ils n'ont qu'à regarder le Mali, ils n'ont qu'à arrêter de se regarder eux-mêmes. Oui. Moi, c'est ce que je veux dire. D'accord. Mais est-ce que votre cri de cœur par rapport aux salles de cinéma me fait penser à... Est-ce que vous avez dans votre projet de Conseil national des arts et de la culture de demander l'ouverture... vous aussi, vous n'avez pas de salle en réalité. Non. Il n'y a que le Palais de la Culture. Je ne me rappelle pas s'il y a d'autres salles pour les concerts et les grands concerts ou autre chose. Même le Palais de la Culture, c'est des salles de théâtre. Hein. Oui. C'est construit ici. Moi, j'ai participé à la construction en tant que pionnier. Parce que pas sous l'autorité de mon aîné. Parce qu'en tant qu'ingénieur de son aussi, vous savez, c'est un gros travail pour pouvoir faire disparaître l'écho souvent. C'est un très gros travail. Moi, si tu me dis de faire le son au Palais de la Culture, j'ai déjà des sueurs, hein, parce que c'est pas une salle facile. Tout comme la salle de basket. Exactement. Ah, oui. Donc, dans notre projet, on a beaucoup mis sur... on a attiré l'attention sur l'inexistence des salles des salles de concert, des salles de cinéma. Et c'est dans notre projet. Mais il suffit qu'on soit ensemble pour le faire. Tant qu'on est ensemble, on y arrivera.
Et comme on le dit, c'est petit à petit. Donc, dans notre texte, on prévoit beaucoup de salles comme ça, et au niveau de chaque commune déjà, parce que dans les communes, ça manque de structure. Seul aujourd'hui, peut-être, on a Blomba dans la commune 5. Oui, oui, mais est-ce qu'il y a, après, dans les autres communes, il y a des salles de spectacle? Non. Donc, c'est pas facile. Moi, si je veux faire un bon spectacle, aujourd'hui, il faut que j'aille dans une salle de théâtre, comme on le dit, au Palais de la Culture. Le Palais de la Culture, aujourd'hui, moi, je préfère le palais sans sonorisation. Le palais, aujourd'hui, tu fais le théâtre, tu parles, tout le monde entend. Oui. Tu n'as pas besoin de micro. Un bon acteur, hein. Nous, on a été formés par Kardigué, on apprend la diction. Beaucoup d'acteurs ne savent même pas ce que c'est que la diction. La diction. Mais c'est vrai. Donc, on est là à voir ce qu'on peut faire. D'accord. Nous arrivons presque à terme de cet entretien. Un plateau vraiment très bien fourni aujourd'hui. Moi, je suis très ravi. Mais avant de vous laisser partir, je ne dirai pas le dernier mot parce qu'on dit que le dernier mot appartient à celui qui doit être exécuté. Le mot de la fin. Bon, c'est la même chose. Si on doit exécuter, le mot que tu dis, c'est le mot de la fin. Hein. Bon, bref. Non, moi, je dis, il y a certaines choses qu'il faut revoir. Il y a certaines choses qu'il faut revoir au niveau de la culture du Mali. Parce que les principaux vecteurs dans les anciens temps, disons ça comme ça, les principaux vecteurs ne sont plus là. J'ai dit par exemple, je prends par exemple le cas du Ballet national du Mali. Le Ballet national du Mali est en train de mourir de sa belle mort. L'ensemble instrumental national du Mali est en train de mourir de sa belle mort. Effectivement. Le groupe dramatique, est-ce qu'il existe, même s'il est là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que vraiment nos hommes de culture, le ministère de la Culture, que le ministère de la Culture prenne ces choses-là à bras le corps. Parce qu'on en a besoin encore. On en a besoin encore. Nous avons été formés par ça. Mais nos enfants, ils vont aller à l'école. L'expérience, c'est où? C'est ça aussi, oui. L'expérience. Donc, nous, délibérément, nous acceptons d'arrêter le cycle évolutif de notre culture. J'ai dit, c'est pas une bonne chose. Surtout que nous avons eu un autre avantage. Il y a eu le Conservatoire des arts et métiers multimédia à la face de ça, c'est l'enseignement supérieur de la culture. Dans la danse, dans la musique, dans le design, ça existe. Donc vraiment, il faut sauver les endroits où on peut s'exprimer. Moi, c'est ce que j'ai dit. Barou, bon, mot de la fin. Je crois que je vais rejoindre M. Kardigué. Et tous ces mots qu'il vient de citer sont vraiment réels. C'est pour cela qu'au niveau du ministère de la Culture, franchement, que l'État voie qu'on mette les hommes de la culture au niveau du ministère de la Culture, parce que c'est eux qui savent les mots que nous avons. Aujourd'hui, beaucoup de créations sont en train de partir. Donc, il est temps de se mettre ensemble, d'avoir des organisations qui vont s'atteler à ce que la culture avance. Parce que si on va en dehors du Mali, moi j'ai fait à peu près 3 fois le tour du monde. Mais je vois que dans ces pays-là, le vrai développement, ça se passe par la culture. Ils s'enrichissent même par la culture. La culture, on ne peut pas le définir au Mali. La culture du Mali, on ne peut même pas le dire. Kro va pas me dire que ce n'est pas vrai. La culture du Mali change de village en village. Oui, tout à fait. De village en village. Les danses ne sont pas pareilles, les chants ne sont pas pareils. Donc on est très très riche et on est facteur de développement. Et on est en train de mettre la culture dans de très bas niveaux. Aujourd'hui, franchement, laissons-nous montrer ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer
le nouveau Mali. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cet entretien. Question de société sur ORTMD, votre télévision de proximité. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Merci d'être des nôtres pour cet entretien et nous vous donnons rendez-vous un autre jour pour encore parler d'un autre thème de faits de société sur cette même chaîne, cette même télévision. Merci, au revoir. Thank you.